On va commencer dans moins d'une minute. Est-ce qu'elle est revenue, Jenna Smith, Maud? Oui, je la vois. OK, parfait. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu entendre parler du trauma de filiation avec Karine Tremblay. Donc, j'ai quand même quelques petites consignes, même si on n'est pas beaucoup ce soir. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le Q&A ou le Q&A questions-réponses. Par contre, les autres personnes ne vont pas voir vos questions. Si vous voulez que tout le monde voit vos questions, vous pouvez utiliser le chat. On demande aussi de ne pas poser de questions cliniques ou avoir des questions dans lesquelles on pourrait identifier les membres de vos familles là, seulement à cause de la confidentialité. Vous avez peut-être aussi entendu parler que notre nom avant était Adopt for Life. Ça a été changé pour Interwoven Connection ou en français Connexion entrelacée. Normalement, on offre les webinaires seulement aux personnes qui sont inscrites avec Adopt for Life. Maintenant, on a pu ouvrir ce webinaire-là à plus grande échelle. Il va aussi être sur YouTube éventuellement. Donc, si vous voulez vous tenir au courant de nos événements, suivez-nous sur les réseaux sociaux à Connexion Entrelacée. Euh, et c'est seulement 1 heure. À la fin, on va avoir une période de questions sans problème. Ça peut être interactif. Karine, je pense elle aimerait avoir les questions un peu plus vers la fin. Si je peux y répondre, je vais le faire dans le Q&A, mais si je vois que c'est plus une question pour Karine, je vais attendre à la fin. Donc, c'est ça. Karine, tu peux commencer ton PowerPoint. Je vais pouvoir parler de qui tu es. Mhm. Donc, Karine et moi, ça fait un petit bout de temps quand même qu'on se connaît. On avait fait notre maîtrise pas mal en même temps. Ensuite, le doctorat. Nos recherches s'alignent beaucoup. Et tous les deux, on est des mamans adoptives d'ailleurs. Donc, Karine, ce soir, va parler du trauma de filiation et l'APFEA. L'APFEA étant l'agression envers les parents et la famille dans l'enfance et l'adolescence. Elle est candidate au doctorat en études familiales à l'Université du Québec à Trois-Rivières et mère adoptive par le biais de la protection de la jeunesse. Elle s'intéresse principalement à l'expérience des parents adoptifs. Elle, adop- Elle a développé le concept du trauma de filiation. Il réfère à la souffrance et à la détresse exceptionnelle éprouvée par des parents adoptifs lors de leur tentative pour établir et maintenir une relation de filiation avec un enfant présentant des problèmes comportementaux et relationnels importants, c'est-à-dire un trauma complexe. Sa thèse porte sur l'expérience des parents adoptifs dont l'enfant manifeste ou a déjà manifesté envers eux des comportements agressifs et qui ont de ce fait envisagé le placement, que ce soit réalisé ou non. Donc, merci Karine, on est content de t'avoir ce soir et je te laisse la parole. Ça marche. Ben, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent à ce webinaire-là sur le trauma de filiation. Ça me fait plaisir de vous présenter ce concept-là que j'ai développé lors de ma maîtrise. Comme le dit Maude, je suis moi-même mère adoptive et c'est en fait cette expérience-là qui m'a motivée à étudier un peu plus l'expérience des parents adoptifs. Donc, ce soir, ma présentation ne portera pas sur des solutions aux difficultés qui vont être présentées, même si j'en amène quelques-unes, mais mon but est surtout de décrire l'expérience des parents et de mettre en mots ce que les parents m'ont partagé. Donc, j'ai envie de commencer cette rencontre-là par une petite histoire. En fait, comme on a dit, je suis mère de 4 filles, j'ai 2 enfants biologiques et 2 enfants adoptés, dont une qui a de grands défis. Et quand elle était jeune, elle avait un attrait prononcé pour les clés. Donc, chaque personne qui venait chez nous, elle prenait leurs clés et elle essayait toujours de débarrer les portes de toutes les portes, en fait, de la maison. Un jour qu'elle avait 5 ans, après une crise qui avait été assez mouvementée et où je me sentais, moi, complètement impuissante, complètement épuisée, en fait, puis je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir aider cet enfant-là qui faisait régulièrement des crises, mais comme je vous dis, celle-là était vraiment particulièrement importante. Et je me rendais compte, en fait, à ce moment-là, que c'est comme si ma fille avait juste une émotion pour tout. C'était la colère.
Puis je me demandais comment est-ce que je vais pouvoir faire pour faire en sorte qu'elle descende un peu plus loin dans son émotion, puis qu'elle aille dans la peine que je ressentais qui était vraiment très importante. Souvent, on se fait dire qu'on doit être des parents solides, hein, parce que les enfants vont tenter de nous brasser pour vérifier si on est vraiment des parents solides. Donc, c'est mieux de ne pas trop exprimer nos émotions devant l'enfant, puis qu'il nous voit comme des parents qui sont très forts. Mais là, à ce moment-là, moi, je suis face à une enfant chez qui je sens une détresse qui est tellement importante et que je suis complètement impuissante pour l'aider et la soutenir là-dedans. Donc, après qu'elle se soit apaisée à cette crise-là, je suis couchée à côté d'elle, puis je me dis, je vais lui dire que je suis touchée par sa peine, puis que j'aimerais ça qu'elle puisse me l'exprimer, cette peine-là. Puis, je me suis mise à pleurer. Je me suis dit, probablement que je ne sais pas ce que ça va faire cette fois-ci, mais je vais essayer d'aller dans une autre, une autre type d'intervention. Et je pleurais. Je pleurais la peine que j'avais pour elle, mais je pleurais aussi le fait que je n'arrivais pas à trouver comment faire pour l'aider. Et contre toute attente, ma fille s'est mise à pleurer avec moi. Et là, elle m'a dit, pleure, maman, pleure, parce que quand tu pleures, j'ai le droit de pleurer. Et je lui ai répondu que j'étais tellement contente qu'elle se laisse enfin aller parce qu'il y avait tellement de peine à l'intérieur d'elle. Et je lui disais, laisse-la sortir. Et c'est là qu'elle m'a dit la phrase qui va m'habiter pour le reste de ma vie. Elle m'a dit, maman, j'ai tellement de peine en moi, mais elle est au troisième étage et j'ai pas la clé pour ouvrir la porte. Donc, j'ai été vraiment frappée par cette phrase, hein. Vous vous souvenez avec ce que je vous ai dit au niveau des clés, son intérêt qu'elle avait pour ça. Et je me rendais compte finalement que c'est en lui démontrant ma propre vulnérabilité que je lui donnais la clé pour atteindre la sienne. Donc, gardez cette histoire en tête parce que c'est de ces grandes émotions-là qu'on va parler aujourd'hui et de cette grande difficulté qu'on a comme parents, comme intervenants, à toucher notre propre vulnérabilité. Et c'est pourtant là où moi, j'ai de l'espoir qu'on va réussir à guérir les traumas. Je vous encourage à avoir beaucoup de compassion, hein, la capacité qu'on a tous à nous rejoindre dans notre humanité, dans ce qu'on vit universellement, soit la vulnérabilité, qui est une expérience profondément humaine et qu'on vit tous. Donc, avoir de la compassion pour vous-même et pour les parents qui vivent les réalités dont je vais vous parler. Donc, quand j'ai décidé de retourner aux études, j'ai d'abord voulu mieux comprendre l'expérience de mon enfant. Qui sont donc ces enfants-là qui sont adoptés par la protection de la jeunesse? On sait que c'est des enfants qui vivent de la négligence et de la maltraitance de la part de leurs parents d'origine. Et on met souvent l'emphase sur les divers problèmes au niveau de l'attachement. Pourtant, c'est des enfants qui ont beaucoup d'autres difficultés, comme des difficultés relationnelles, de gestion des émotions, de gestion des comportements, des difficultés d'apprentissage. Et ces difficultés-là vont toucher différentes sphères de fonctionnement de l'enfant. C'est pourquoi, dans le fond, j'aimerais mieux qu'on utilise le concept de trauma complexe pour décrire l'expérience de ces enfants-là, parce que ce concept-là décrit à la fois l'expérience traumatique auprès des parents d'origine et les effets de ces traumas-là sur lui-même et son développement. Donc, durant mon mémoire, j'ai voulu rencontrer des parents dont les enfants avaient des comportements qui étaient très difficiles et des enjeux relationnels importants. Et les réponses qu'ils m'ont données, ben, c'est pas surprenant en fait là, de les voir parce qu'on s'attendait à avoir des enfants qui avaient des comportements difficiles. Je veux quand même vous rappeler que tous les enfants adoptés ne présentent pas ces difficultés comportementales-là, mais on doit parler quand même de ceux qui les vivent parce que ces comportements-là vont avoir un impact important sur les parents qui les accueillent. Donc, les parents m'ont dit que leur enfant était très demandant, qu'il faisait des crises régulières et très longues, qu'il pouvait avoir des problèmes d'automutilation, des troubles de sommeil, qu'il pouvait présenter beaucoup d'opposition, par exemple, uriner volontairement ailleurs que dans la toilette, par exemple, tester, le lien parental, faire du harcèlement, des mensonges. Ils peuvent avoir des troubles alimentaires, comme de manger en grande quantité ou à l'insu du parent. Ou encore, il y en a qui ont parlé que leur enfant faisait du pica. Ça veut dire manger n'importe quoi qui n'est pas comestible, comme de la mousse, des couettes sur le lit ou les cadres de fenêtre. C'est des enfants qui ont des difficultés relationnelles dans plusieurs sphères de leur vie, soit avec la famille, les amis, à la garderie, à l'école, dans les activités parascolaires, en centre d'accueil, avec les intervenants. Donc, vous voyez que ça touche vraiment largement toutes les places ou tous les endroits où cet enfant-là peut se retrouver. Ils ont parlé aussi de comportements dangereux, comme la prise de drogue, des vols, des fugues ou les idées suicidaires. Enfin, c'est des enfants qui présentent différents diagnostics, comme troubles d'attachement sévère, le TDAH, le syndrome Gilles-Latourette, la kleptomanie, le trouble anxieux non spécifié, le pica,
les troubles d'apprentissage, les troubles de spectre de l'autisme, les troubles du comportement sévère ou la bipolarité. Donc, vous voyez quand même, c'est un topo d'enfants qui ont des comportements assez importants, là. Puis ce qui m'intéressait, en fait, c'était de mieux comprendre l'expérience des adultes qui accueillent des jeunes avec un si lourd bagage. Qu'est-ce qui arrive à ces parents-là qui sont quotidiennement aux prises avec des relations et des comportements difficiles? Est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes devenir traumatisés? Et si oui, comment est-ce qu'on va appeler le traumatisme de parents qui s'occupent d'enfants traumatisés? Donc, dans la recension, pardon, on parlait plus de trauma secondaire. C'est pour ça que dans ma recherche, en fait, je me suis d'abord orientée vers l'expérience de trauma secondaire des parents adoptifs. Mais ça vient d'où ce concept-là? En fait, c'est Charles Figley qui est le premier qui s'est intéressé à l'impact du retour dans leur famille des vétérans de la guerre du Vietnam qui avaient été traumatisés par leur expérience. Et lui, il a découvert qu'en fait, le nombre réel de victimes d'un traumatisme était plus grand que celui qui était connu. Parce que non seulement il y avait la victime directe, donc le vétéran qui revenait chez lui avec les troubles de stress post-traumatique, mais ce trouble-là impactait directement toute la famille. Et c'est là qu'il a dit que prendre soin d'une personne traumatisée peut épuiser émotivement. Et à cause de la proximité affective avec la victime, les membres de la famille peuvent aussi devenir des victimes. Par la suite, il s'est intéressé plutôt aux intervenants qui aidaient les victimes directes et qui souffraient d'entendre quotidiennement ces histoires traumatiques. Donc, on sait qu'il y a plusieurs concepts qui sont utilisés pour parler de l'expérience des intervenants avec des personnes traumatisées. Et chacun de ces concepts-là ont des nuances dans leur définition, mais se rapportent quand même à l'expérience d'entendre des récits traumatiques. Donc, on parle de fatigue de compassion, de trauma vicariant, de troubles de stress post-traumatique secondaire. Par contre, il y a très peu de littérature qui parle de la réalité spécifique des parents adoptifs ou même des parents des familles d'accueil. Et pour moi, il y avait initialement une distinction que je trouvais qui était très importante entre le fait que pour l'intervenant, il y a une séparation entre son milieu de travail et son milieu de vie. Donc, lui, il se trouvait avoir un lieu de sécurité quand il retournait à la maison, contrairement aux parents adoptifs qui, eux, partagent leur milieu de vie, leur famille et n'ont pas de lieu de sécurité pour refaire le plein parce que l'enfant est toujours avec eux dans la maison. Donc, pour rejoindre les parents, je leur ai demandé s'ils s'identifiaient vivre certains des symptômes suivants, qui sont ceux du trauma secondaire dans la littérature. Donc, on parle d'épuisement, de colère, d'hypervigilance, de cynisme, d'anxiété, de tristesse, de culpabilité, de peur, d'irritabilité, de deuil prolongé, de perte d'espoir, de problèmes de sommeil, de mémoire, d'évitement des situations qui semblent difficiles, de problèmes de santé nouveaux, comme les maux de tête, les maux de dos ou les maux d'estomac, un sentiment d'isolement social. Je vous les nomme parce que je trouve ça bien important que vous compreniez vraiment de quoi on parle ici. Et comme il n'y a pas vraiment de diagnostic dans le DSM pour le trauma secondaire, bien moi, j'ai voulu explorer leur expérience à partir de ces critères-là. Donc, je n'avais pas mis de symptômes, de nombre précis sur les symptômes. Je voulais en fait savoir s'ils s'identifiaient vivre ces symptômes-là. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est que la majorité des gens ont coché à peu près tout ce qui pouvait être possible dans les symptômes qui étaient présentés. Aussi, je veux juste vous dire que comme la majorité des participantes à ma recherche étaient des femmes, ça se pourrait que je parle au féminin là, quand je parle de leur expérience. Donc, en fait, c'est quoi le trauma secondaire pour un parent adoptif? Bon, d'abord, un trauma, c'est quand la personne est submergée par une situation qui dépasse ses capacités d'adaptation, qu'elle ne trouve pas en elle les ressources pour y faire face, pour la tolérer, pour l'éviter ou la surmonter. C'est quand elle a peur pour son intégrité physique ou psychologique, que la situation lui semble sans issue, qu'elle a une absence complète de contrôle et que la dérégulation prend toute la place. Et un trauma va devenir secondaire, en fait, quand le parent va calquer sans le vouloir les émotions intenses de son enfant et se laisse envahir. Et le sans le vouloir est important parce que ça se passe de façon vraiment inconsciente. Le parent se trouve envahi par ces émotions-là. Et c'est beaucoup d'émotions qui sont très fortes et qui ressemblent à rien de ce que le parent peut avoir déjà connu par le passé. Donc, quand il va vivre ça, ça devient difficile pour lui d'aider son enfant par la co-régulation parce que lui-même est dérégulé. Le trauma secondaire affecte donc la santé physique, mentale et affective des parents adoptifs. Et je vais vous présenter dans les prochaines diapos ce que les parents m'ont partagé en lien avec ces éléments. Oh, pardon, attendez. Oui, ça l'a fait. Oui, c'est ça. Donc, d'abord, on va parler des émotions qu'ils m'ont partagées.
J'ai tenté de faire un tableau qui résume les principales émotions qui m'ont parlé, mais il y en avait vraiment plus que ça. Donc, on parle d'impuissance, tristesse, abandon, solitude, culpabilité, sentiment d'incompétence, colère, honte, sentiment d'usure, perte de contrôle, sentiment d'être jugé, perte d'espoir, sentiment d'échec, de disparaître, de ne plus se reconnaître. Ça dépasse l'entendement, donc ça dépasse ce qu'on peut s'attendre à vivre, la peur, le désabusement, le fait d'être submergé et le mal à aimer. Donc, vous voyez que c'est des émotions qui sont très lourdes et qui, à elles seules, vont prendre une très grande part de l'énergie du parent. Le mal à aimer, c'est quelque chose qui est ressorti et dont on va reparler plus loin. C'est l'émotion qui est clairement en lien avec le trauma de filiation. Donc, je vais vous laisser entendre ici une participante qui raconte comment les émotions qu'elle peut vivre. C'est frustré, là. Voyons, je vous donne tout ce que j'ai. Je suis allée comme puiser dans tout ce que j'avais, puis j'avais l'impression de donner le meilleur. J'avais plus rien pour moi, j'avais plus rien pour mon conjoint, j'avais plus rien pour moi. Tout allait aux filles. Puis, c'était pas encore assez. C'est comme des puits sans fond. À un moment donné, j'ai dit, je suis vraiment pas la bonne personne. Visiblement, il me manque quelque chose. Il y a quelque chose que je fais pas correct, ce sera jamais assez. Donc, la mère exprime ici combien cette parentalité-là est exigeante pour elle, hein. Elle sent qu'il lui manque quelque chose pour réussir à être une bonne mère pour ses filles. Elle se sent désabusée, submergée, pas équipée pour faire face à tous ces enjeux et ça l'amène à un profond sentiment d'impuissance là, qu'elle nous raconte ici. Au niveau de la santé physique, vous voyez ici, il y a quand même une bonne liste, là. L'impact le plus important dont les participantes ont parlé, c'est l'épuisement. Mais ce que je veux que vous sachiez, en fait, aussi, que vous vous rappeliez, c'est que ces problèmes-là qui sont ici, là, l'inflammation chronique, la digestion, les migraines, moins d'immunité, les raideurs physiques, la perte ou la prise de poids, les problèmes cardiaques, les troubles de sommeil, une plus grande prise de médicaments, en fait, c'est des problèmes qui sont apparus suite à l'arrivée de l'enfant dans leur famille. Ou s'ils étaient déjà présents initialement, bien, ça s'est vraiment aggravé suite à l'arrivée de l'enfant. Au niveau de la santé mentale, j'attire votre attention sur l'impact le plus important. En fait, j'ai demandé aux participantes de me dire si elles pouvaient évaluer sur 10 leur niveau de stress et d'hypervigilance. Et même si c'est des réponses qui sont subjectives, elles m'ont répondu que leur niveau de stress était entre 8 et 14 sur 10. Donc, on voit quand même comment c'est un niveau de stress qui est très important, là. Elles m'ont aussi parlé de crises d'angoisse, d'anxiété, de dépression, de problèmes de concentration, de mémoire, incapacité à tolérer le stress et les idées suicidaires. C'est quand même des effets, vous voyez, là, qui sont importants là, sur la santé des participants. Donc, s'occuper avec un enfant qui vit avec des symptômes de trauma complexe, c'est certain que ça va avoir des impacts sur plusieurs sphères de vie des parents. Hein, vous comprenez qu'avec tous ces enjeux-là, les enfants vont avoir besoin de services. Mais comme là, je vous parle en fait de ces résultats-là, ça se passait au Québec pour nous, comme il y a peu de services au public et que les délais sont très longs et la durée des services sont souvent trop courtes face à l'ampleur des difficultés des familles, bien, les parents ont dû se tourner en fait vers les services au niveau privé pour l'enfant et ou pour eux-mêmes, que ce soit un psychologue, un neuropsy, un orthophoniste, un ergothérapeute, travailleur social, tutrice, etc. Donc, le fait d'avoir à aller au privé pour avoir tous ces services-là, mais ça va engendrer des coûts financiers qui sont très importants pour les parents. Ça engendre aussi des impacts au niveau de l'organisation du temps, parce que les rendez-vous prennent un temps considérable dans l'horaire des parents. Ils doivent sans cesse répéter la situation qu'ils vivent à chaque intervenant, parce que tout le monde veut comprendre la situation, c'est normal. Donc, nouvel intervenant, une nouvelle fois, on raconte encore l'histoire. Mais ça prend du temps parce que c'est une histoire qui est complexe. Donc, ça ne se raconte pas juste en 10 minutes, là. Et à ça, il faut aussi ajouter à chaque fois une nouvelle évaluation selon l'intervenant qu'on rencontre. Et ça peut prendre aussi plusieurs rencontres. Donc, le parent doit d'abord s'investir dans tout ce processus-là avant de pouvoir espérer avoir des services au bout de la ligne qui soient concrets pour l'enfant, pour que l'intervenant sache de quoi on parle. Tous ces rendez-vous-là ont même un impact sur leur capacité à faire leur travail. Il y a même une participante qui a dû cesser son emploi parce que son fils avait trop de rendez-vous. Il y en a une autre qui me disait qu'elle devait trouver quelqu'un pour aller chercher son enfant à l'école parce que ça arrivait trop souvent, puis elle ne pouvait plus prendre congé pour aller le chercher. Au niveau de la vie de famille, bien, quand l'enfant se désorganise, les parents ne peuvent plus rien faire. Donc, elles doivent cesser tout ce qu'ils font pour intervenir. Et si la crise dure des heures,
ben, le repas ne se fait pas, les devoirs ne se font pas, les tâches n'avancent pas. Donc, les débordements vont prendre une place qui est considérable dans l'organisation de la famille. Et ça peut aussi engendrer des conflits dans le couple, sur l'éducation, sur les bonnes interventions à faire. Il y en a même qui se sont séparés suite à cette situation-là. Ça peut aussi engendrer des conflits dans la famille, des difficultés avec la fratrie. Ça, on pourrait en parler longtemps, mais l'exemple que j'ai envie de vous dire ici, c'est une mère qui m'a dit, ben moi, ma fille me dit que mon fils, c'est pas son frère. Donc, pour sa fille, c'est comme si son frère adopté n'existait pas. Ça peut aussi engendrer des conflits avec la famille élargie. Il y a une autre mère qui m'a dit, moi, ma mère, elle me dit que cet enfant-là, c'est pas le mien, puis il est tellement compliqué que je devrais le retourner à la DPJ. Donc, imaginez-vous recevoir un message comme ça de la part de votre parent. Ça engendre vraiment des situations qui sont souffrantes pour les parents. Il y a aussi le réseau qui s'éloigne parce que la situation est trop difficile, trop longtemps. Il y a des participantes qui racontent qu'elles ont arrêté les sorties avec des amis parce que leur enfant était un mauvais compagnon, en fait. Il y avait des comportements inappropriés avec leur enfant. Fait qu'à un moment donné, quand ton ami te reçoit et que là, elle te dit ben, ton fils m'a frappé, ben, la fois d'après, l'ami n'a pas envie d'inviter le fils en question. Donc, ils s'éloignent de plus en plus de leur réseau d'amis, là. L'autre raison aussi, c'est que s'ils n'amènent pas le fils en question à la rencontre avec l'ami, mais ils ont de la difficulté à se trouver des gardiennes qui vont pouvoir s'occuper de l'enfant durant leur absence. Il y en a même qui ont parlé d'avoir engagé une étudiante en travail social et qui n'a pas été capable de s'occuper de ses jumelles. Mais un des constats importants de ma recherche, c'est que les parents ont rapporté vivre un degré élevé d'agression psychologique ou physique de la part de leur enfant, soit envers les objets, les animaux, les autres enfants, la fratrie, les parents. On parle ici d'agressions inouïes comme de cracher, de mordre, de détruire des pièces dans la maison, de frapper les animaux, les humains avec des objets, des coups de pied, des coups de poing, des coups de tête, là. Donc, je vais vous faire écouter ici un père qui raconte comment son fils a détruit pour la troisième fois une pièce dans la maison. Cette fois-ci, c'est sa chambre. Mais les deux fois précédentes, c'était la même salle de bain qui a été détruite et refaite encore. Donc, l'enfant avait arraché les tuyaux de plomberie, il y avait l'eau qui revolait partout, les miroirs qui avaient été pulvérisés. Le jeune était passé bord en bord à travers le mur de la salle de bain. Donc, je vous laisse entendre ici la troisième crise. 2 semaines après, il est arrivé à la maison, début février 2018. Et pour une binerie, n'importe quoi. Je lui ai demandé de répéter. Puis là, nouvelle crise. Il descend en bas, puis il commence. Bang, 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 mur. Puis il démolit sa chambre cette fois-là. Alors le gyps, des panneaux de gyps arrachés à 4-5 endroits, des gros trous là, qui font à peu près 2-3 pieds. Son bureau, son lit, démoli. Les blocs Lego, il y en avait à peu près 1000. Ils ont été distribués partout. Puis il y avait une planche dans les mains. Puis quand sa mère s'est présentée pour dire ben ça suffit, il voulait la frapper en disant je vais te tuer. Donc, vous voyez l'ampleur des crises que peuvent vivre certains parents, hein. C'est des comportements qui sont vraiment difficiles et qui sont souvent hors normes, qui sont plus grands que ceux dont on est habitué de parler quand on dit que nos enfants peuvent vivre des crises. Il ne faut pas non plus négliger les agressions psychologiques que peuvent vivre ces parents-là, hein. L'enfant, il va sacrer après eux, les insulter, crier, hurler même. Il va aussi voler, harceler, mentir. Donc, je vous laisse entendre ici une participante qui m'a raconté que son fils lui a causé une commotion cérébrale après l'avoir frappé avec un masque de plongée. Mais la violence physique, non. Ça dépasse ce que tu es capable d'accepter. Tu sais, tu vis quelque temps, puis tu dis, ah, ça va passer, ça va passer. C'est mon enfant, c'est pas un monstre. Puis il faut qu'on continue. Mais c'est pas une vie. Tu peux pas vivre avec un enfant violent de même tout le temps. Ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, si ça avait été mon conjoint, je l'aurais sacré dehors avant. Je l'aurais sacré dehors, ça n'aurait pas pris de temps. Puis à ton enfant, tu peux pas faire ça, tu sais. Mais c'est quand même inacceptable. Donc, on voit ici que la participante fait vraiment une nette distinction entre de la violence vécue de la part d'un conjoint versus les agressions de la part de son enfant. Et même si pour elle, les deux sont inacceptables, elle ne peut pas considérer la même chose, le fait que ce soit de la part de son enfant envers elle. Et c'est quoi les impacts des agressions sur elle, en fait? Il y en a certaines qui ont été surprises de sentir en elles une si forte agressivité qui est apparue suite à l'expression incessante des agressions de la part de leur enfant.
Elles ne se définissent pas comme étant agressives, mais elles ont eu peur de le devenir à cause de l'ampleur des agressions physiques et verbales dont l'enfant fait preuve envers elles et à laquelle elles auraient pu riposter. Donc, la même participante ici nous le raconte. Tu sais, autant ça va chercher comme le meilleur, mais autant des fois, là, tu sais, t'as les bulles qui te passent dans la tête, là. Puis tu sais, je l'attacherais, sa corde à linge. Il me semble qu'aujourd'hui, là, je l'afficherais sur Kijiji. Hey, aujourd'hui, là, j'étais cœurée qu'il se désorganise dans l'auto, puis j'aurais juste envie d'y crisser son auto en pleine face. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est venu chercher des vulnérabilités au niveau de l'agressivité. Je suis pas une personne souvent agressive, mais oui, oui. À un moment donné, il a fallu que je me contrôle parce que tu n'es juste plus capable de te faire frapper. Tu n'es plus capable de te faire traiter de grosse vache, d'hostie de chienne, de pute, de salope. Tu n'es plus capable. Puis c'est tout le temps. Fait qu'à un moment donné, tu as des mécanismes de défense qui apparaissent. Fait que oui, j'ai eu envie de lever ma main à un moment donné. Il y en a certaines qui ont parlé du sentiment de ne plus se reconnaître, de voir le monstre en elles-mêmes, comme si quelqu'un d'autre les habitait. Et c'est un sentiment qui est très déstabilisant. Il y en a d'autres qui se sentent très vulnérables quand l'enfant devient agressif et ne savent pas comment réagir, en fait. Et moi, ça m'a amené à un constat important, c'est que je me suis rendu compte que les parents ont parlé de comportements agressifs, mais personne ne me disait être violenté. Et ça m'a laissé quand même avec beaucoup d'interrogations sur la perception qu'avaient les parents de ces agressions-là et la définition qu'ils en font. Un autre constat auquel je ne m'attendais pas, c'est que plus de la moitié des enfants ont été placés ou étaient à l'époque en passe de le faire, de l'être. Donc, pour 2 participantes, l'attente interminable pour des services en première ligne a mené à l'aggravation de la situation et un placement en urgence à la DPJ a été nécessaire. Pour 3 autres participantes, les grandes difficultés relationnelles et les comportements agressifs de l'enfant constituent la goutte qui a fait déborder le vase. Et ça a amené encore une fois au placement de ce dernier en centre de réadaptation ou en centre hospitalier. Ces placements-là, ils n'étaient pas permanents. Il y a eu aussi des retours à la maison qui ont été entrepris, mais parfois, ça a mené au replacement. Donc, je sais, entre autres, que 2 des enfants qui sont revenus à la maison, mais que la cohabitation complète n'était pas possible. L'autre père qui a raconté la crise avec la chambre à coucher, bien, c'était justement lors d'une tentative de réunification que cette situation-là s'est produite. Au moment de l'entrevue, il y a aussi une participante qui cherchait activement une ressource d'hébergement pour son fils qui allait avoir 18 ans parce que la DPJ refusait de le prendre en charge à cause de son âge. Et enfin, il y a une dernière participante qui me disait être tous les jours sur la ligne en hésitant à savoir si elle le plaçait ou si elle le gardait avec elle à la maison. Donc, ces exemples démontrent vraiment combien le vécu quotidien arrive parfois à un point de tension qui est tellement extrême que la vie commune n'est plus envisageable ou l'est difficilement. Donc, il m'est apparu au cours de l'analyse que le trauma secondaire à lui seul n'explique pas toute l'expérience particulière du parent adoptif. Parce qu'au-delà du discours, après chaque entretien, je demeurais avec dans les mains une souffrance offerte par chaque participante. Et c'était une souffrance dans leur désir profond de vouloir être le parent de leur enfant adoptif et en même temps être dans l'incapacité à faire sens de cette expérience difficile. Elles avaient une souffrance profonde qui leur appartenait à eux, donc qui appartient aux parents et non à l'enfant. En plus du trauma secondaire, elles ont parlé d'agressions de la part de l'enfant, des agressions qui ont un impact majeur sur leur vie personnelle et familiale et sur leur capacité d'être le parent de l'enfant. Mais malgré les agressions et la souffrance, elles ont toutes dit se sentir le parent de l'enfant, mais vivent des émotions qui sont tellement difficiles qu'elles ébranlent quotidiennement leur sentiment de filiation. Geneviève Pagé définit le sentiment de filiation comme les représentations internes du parent, comment il se perçoit, il s'identifie ou se définit en tant que parent de son enfant. Donc, le sentiment de filiation se trouve atteint quand ils vivent ces réalités-là quotidiennement et il s'établit dans la souffrance, dans l'agression et demeure fragile. C'est pourquoi j'ai développé en fait un nouveau concept qui tentait de représenter ce que les participantes exprimaient et je l'ai appelé le trauma de filiation.
J'ai imaginé le trauma de filiation par la roue suivante, avec des engrenages qui en font partie. Donc, tous les engrenages tournent et s'inter-influencent. Mais il faut savoir que ça ne tourne pas nécessairement à la même intensité ni ne prend la même place dans le trauma de filiation de chaque personne. Mais la figure les représente comme étant toutes pareilles pour simplifier l'explication. Donc, d'abord, le trauma de filiation, on parle ici de l'expérience et c'est entouré de souffrances et d'agressions dont on vient de parler. Vous devez vous souvenir donc que ces éléments-là sont omniprésents dans l'expérience des parents adoptifs. Le premier engrenage, c'est le sentiment de filiation qui est mis à mal. Donc, c'est difficile pour le parent de s'engager dans son rôle parental entièrement quand il est quotidiennement agressé, rejeté et souffrant dans la relation. Le parent ne reçoit pas la gratification, la légitimité d'être reconnu comme son parent par l'enfant lui-même qui le rejette. Il n'a donc pas le sentiment d'être important pour lui. Il y a aussi une difficulté à se reconnaître dans son enfant parce que ses comportements si difficiles ne correspondent pas à ses attentes ou à ses valeurs. Puis il y a de la difficulté à accepter ça. Comme par exemple toutes les agressions dont il est la cible, c'est difficile d'accepter ça. On parle ensuite du deuil. D'abord, il y a le deuil de l'enfant rêvé. Parce que ces enfants-là ont souvent ce que moi j'appelle un handicap invisible. Ça se trouve être un handicap affectif, relationnel, mais ce n'est pas quelque chose qui est apparent. Il n'est pas en chaise roulante. Donc, c'est des comportements qui sont manifestés souvent à la maison. Ils peuvent être absents à l'extérieur. Et c'est ça qui rend encore plus difficile pour les parents d'être crus. Mais un des deuils les plus importants dont ils ont parlé, c'est le deuil d'être du parent qu'elles avaient rêvé d'être. C'est pas comme ça qu'elles s'étaient imaginées être comme parents. Ils ne pensaient pas ressentir autant de colère, de sentiments d'incompétence, de fatigue extrême. Donc, c'est au-delà de ce que les parents avaient jamais pu imaginer vivre. Puis, ça amène des grandes désillusions. Les parents rêvaient d'avoir une belle relation avec leur enfant et ils ne réussissent pas à vivre ça dans le quotidien. Par exemple, ils rêvaient d'avoir des comportements positifs, des situations agréables comme de raconter une histoire à tous les soirs ou d'aller au hockey avec le jeune ou de jouer à des jeux de société en famille ou à être le parent cool, drôle, disponible. Mais souvent, ils sont tellement épuisés à la fin de la journée qu'ils n'arrivent pas à offrir cette disponibilité-là à l'enfant. Il y a aussi le deuil de la famille rêvée. Il y a certaines participantes qui racontent combien elles aimeraient pouvoir faire des sorties normales comme les autres familles, par exemple aller au zoo ou à la ronde, mais elles vont se priver de faire ça à cause de la grande désorganisation de l'enfant et parce que ça prend des jours avant qu'il puisse se remettre dans le bon sens, qu'elle pouvait me dire. Il y a aussi le deuil des étapes normales de la vie, hein. C'est difficile pour un enfant d'accepter c'est difficile pour le parent d'accepter les incapacités temporaires et qui peuvent être longues aussi, ou même permanentes de l'enfant, et l'impact que ces incapacités-là vont avoir sur leur propre vie. Particulièrement, ce qui est difficile, c'est le fait que l'enfant ne soit pas autonome malgré son âge, hein. L'enfant, il peut être adolescent et en même temps, les parents vont dire, je ne peux même pas le laisser tout seul à la maison. Soit il va faire des niaiseries que je ne veux pas qu'il fasse ou parce qu'il a trop peur de rester seul pendant plus qu'une demi-heure. Il y a aussi le sentiment, par exemple, qu'ils n'auront jamais la paix, que l'enfant ne quittera jamais le nid parce qu'il va rester là toujours. Donc, il y a le deuil aussi de l'avenir rêvé pour leur enfant. Ils vont me dire, j'ai l'impression qu'il va virer tout croche ou qu'il va se retrouver à la rue ou en prison. Il y en a même qui ont parlé qu'ils étaient capables d'imaginer leur enfant tuer quelqu'un dans une crise de colère. Donc, c'est quand même un deuil qui est important ici parce que tout parent rêve que son enfant ait une vie la plus épanouie possible. Donc, les problèmes de santé physique, mentale et affective et les impacts sur les différentes sphères de vie du parent ont déjà été présentés. Maintenant, au niveau du sentiment d'être jugé et tenu responsable de la situation, d'abord, il y a le jugement face à soi. Les parents se jugent d'avoir honte des comportements de leur enfant, d'avoir des pensées négatives à l'endroit de leur enfant qu'ils ont tellement désiré longtemps. Et ils se jugent aussi d'imaginer pour lui un avenir déprimant, comme celui dont je vous ai parlé tantôt. Il y a l'enfant aussi qui se comporte autrement que selon leurs propres valeurs. Par exemple, qui va faire des mensonges, voler ou être prêt à faire n'importe quoi pour avoir un ami ou un chum. Donc, c'est des choses qui sont difficiles pour les parents à faire face. Donc, ils ont honte de juger les comportements de leur enfant.
Il se juge aussi dans les réponses qu'il donne à l'enfant parce que ces réponses-là ne sont pas toujours appropriées. Ils peuvent hurler sur l'enfant ou avoir envie de le frapper. Donc, ils ne sont pas fiers de ça parce que ce n'est pas ce qu'ils imaginaient vivre avec leur enfant. Ils disent aussi avoir honte parce qu'ils ont l'impression d'avoir été fortement cautionnés par la direction de la protection de la jeunesse, d'avoir été évalués comme des bons parents, d'avoir obtenu une légitimité sociale importante. Et malheureusement, ben, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont à faire. Et certains parents rapportent vivre de la honte face à leur sentiment d'échec dans leur rôle parental. Il y a aussi le jugement social. Les participantes ont toutes dit s'être senties jugées par les gens autour d'elles, que ce soit la famille, les amis, à la garderie, à l'école, les juges, les policiers, mais surtout par les intervenants sociaux et même par l'enfant lui-même. Donc, tous lui reflètent à un moment ou un autre qu'elles sont un mauvais parent. Il y a toujours quelqu'un pour critiquer leur méthode éducative ou leurs interventions, quelqu'un qui sait mieux ce qu'il devrait faire ou dire. Par exemple, enlève-lui son téléphone si ton enfant l'utilise mal. Par contre, cette personne-là ne sait pas que le parent se sert du téléphone pour géolocaliser l'enfant qui fugue. Donc, des fois, il peut y avoir des interventions qui viennent de l'extérieur qui sont blessantes parce que le parent semble incompétent quand en réalité, il choisit la meilleure solution pour protéger son enfant. Au niveau de la responsabilisation, elles se sentent tenues responsables des comportements de l'enfant et de la situation difficile. Et elles ont l'impression que les difficultés qu'elles vivent avec l'enfant sont considérées comme le fruit de leur incompétence parentale. Enfin, il reste le block care de Hughes et Bailyn, qui disent, eux, qu'un enfant blessé peut développer ce qu'ils ont appelé le block trust, donc la confiance bloquée. L'enfant va avoir du mal à faire confiance et à s'engager dans une relation avec son nouveau parent. Et quand le sentiment de filiation, le sentiment de filiation se développe dans la réciprocité. Donc, quand il y a absence de cette réciprocité-là, ça va engendrer chez le parent le block care. Donc, ce qu'eux appellent, c'est la capacité à offrir des soins empreints d'affection et d'empathie à leur enfant. Cette capacité-là devient réduite, surtout parce que constamment, ils vivent le rejet de leurs soins physiques et affectifs par l'enfant. Pour les auteurs, c'est un état qui devient chronique. Par contre, pour les participantes, ça ne semblait pas le cas. Elles ont des journées où elles se sentent disponibles et capables de bien réagir, tandis que d'autres, c'est plus difficile de se faire rejeter ou agresser. Et ça crée ce que j'appelle une ambivalence affective, parce que c'est difficile pour eux de demeurer au diapason avec l'enfant qui refuse d'entrer dans la danse relationnelle avec elles. Pourtant, elles veulent se sentir sécurisantes pour l'enfant, même quand il présente des comportements excessivement difficiles et agressifs. Le block care peut aussi engendrer un rejet affectif de la part du parent qui pourrait dire des choses comme « Je ne sais pas si je vais être capable de me rendre jusqu'à ces 18 ans ». Les participantes ont exprimé qu'elles sont en hypervigilance constante. Elles anticipent des situations conflictuelles au travers de tous les instants de routine quotidienne, comme les devoirs, les leçons, les repas, le jeu, le bain, le coucher, etc. Et à cause du stress constant, le parent peut se mettre à avoir une image négative de l'enfant, à le considérer comme mauvais ou méchant. Et là, c'est encore plus dur de se sentir son parent. Ça peut entraîner une rancœur ou un sentiment de colère ou le sentiment tient l'enfant ou le parent tient l'enfant responsable et la relation ne peut pas évoluer dans le plaisir. Donc, ça devient encore plus problématique s'il n'y a plus de fun dans l'histoire. C'est ici dont on parle du mal à aimer. Le parent peut à la fois aimer et détester son enfant en même temps. Il y en a une mère qui me disait ça, je l'aime tellement, mais en même temps, je l'haïs parce qu'il me fait vivre toutes ces choses-là. Et voilà. Donc, le fait d'être traumatisé va affecter les capacités des parents à mentaliser, à trouver des solutions, à réagir comme ils l'auraient fait au début du processus quand ils sont devenus parents, avant que le stress constant et l'usure du quotidien ne viennent les épuiser finalement. Donc, rappelons-nous que ce sont des mères et des pères et non des intervenants. Donc, la résistance non violente, la NVR, c'est une méthode d'intervention qui a été développée en Israël par Haim Omer pour soutenir les parents qui vivaient des agressions de la part de leurs enfants. On connaît les origines politiques du concept de non-violence, mais Haim Omer, lui, a voulu travailler cette idée de non-violence dans un contexte relationnel.
Chez Interwoven Connection, il y a une intervention qui a été développée pour soutenir les parents qui vivent des agressions de la part de leurs enfants. Je pense que vous avez accès à aux coordonnées pour ces services-là quand vous habitez l'Ontario. C'est ça. Donc, la NVR, la résistance non violente, explique que dans sa propre maison, le parent se retrouve en dure position. Parce que quand il est traumatisé, il va percevoir l'enfant comme une menace. Il n'arrive pas à lui prêter attention, à être à l'écoute de ses besoins, à ressentir de l'empathie et de la compassion pour lui. Et ça va engendrer en fait une absence de sens à l'expérience parentale. On sait aussi que le trauma va créer une rupture de mentalisation. Et en rupture de mentalisation, la personne va avoir plutôt tendance à tomber dans des certitudes. Elle ne se remet plus en question. On voit plus de rigidité dans les solutions qui sont apportées, dans la compréhension de l'expérience, autant de la propre expérience des parents eux-mêmes que de celle de leur enfant. Par exemple, le parent pourrait en venir à dire que tout ce qui se passe est de la faute de l'enfant. Oups, pardon, alors que les donne. Donc, j'ai débuté ma collecte de données pour mon doctorat qui porte sur l'expérience des parents adoptifs qui accueillent un enfant qui les agresse ou les ont agressés et qui, de ce fait-là, vont avoir envisagé le placement. Il y a des parents qui l'ont fait, d'autres qui ne l'ont pas fait dans mon échantillon. Mais un des éléments dont j'ai envie de vous parler, en fait, c'est que les parents m'ont parlé beaucoup d'isolement et de solitude face à la situation et quand arrivent les crises. Donc, on sait que les gens vont s'isoler parce qu'ils sont souvent invalidés dans leur expérience. D'abord, ils se sentent souvent pas crus, hein. Il y en a une qui dit, ben moi, là, la DPJ pense que c'est moi qui maltraite ma fille. Puis j'ai dû enregistrer mon enfant durant la crise pour qu'il croie que c'était pas moi qui étais la mère agressante. Ensuite, c'est difficile aussi de parler de cette expérience-là par peur du jugement et à cause de la honte, hein. Et aussi parce que c'est difficile pour les gens de l'extérieur de réaliser réellement à quoi peut ressembler la situation d'agression, l'amplitude de la crise quand elle arrive. Il y a un participant qui m'a dit, les gens n'ont aucune idée du surréalisme de ces situations-là. Ça fait qu'ils vont, au bout du compte, rester seuls face à la situation. Et on sait que sortir de cet isolement et de cette solitude, c'est le premier pas vers un changement. Donc, c'est important de parler de cette expérience-là. La résistance non violente apporte une solution novatrice pour briser l'isolement des parents et trouver du soutien. Elle propose en fait de trouver autour des familles, c'est qui les gens qui sont leurs vrais supporters. Un supporter, en fait, il ne peut pas être juste du côté du parent ou de l'enfant. Même quand une situation est problématique, il doit faire alliance avec tout le monde du cercle familial. Parce qu'il faut se souvenir que les membres de la famille sont des gens qui sont importants les uns pour les autres. Donc, on ne peut pas prendre un parti pris pour l'un ou pour l'autre. Il faut entourer la famille de personnes qui aiment tous les membres, sans parti pris. Puis ça, ce n'est pas toujours évident. Par exemple, il y a des intervenants à la protection de la jeunesse où ils sont tellement centrés sur l'enfant qu'ils vont oublier de tenir compte des autres membres de la famille, surtout des parents, entre autres. Donc, comment on peut aider les parents dans ces situations-là quand ils se sentent perçus par les intervenants comme étant la source du problème? Dans mon mémoire, moi, j'ai dit que la qualité la plus importante pour que l'aide apporte un réel soutien, c'est l'empathie authentique, profonde, et la capacité d'accepter de supporter l'autre quand il se sent inadéquat, impuissant, coupable de ne pas être à la hauteur et profondément souffrant. Donc, on a besoin de gens empathiques autour de ces familles-là. Les études aussi ont démontré que le fait de percevoir qu'on a un fort soutien social s'accompagnait d'un niveau de stress plus faible, hein. On sait que les situations dont on a parlé, là, ici, les parents, ils vivent, ça s'accompagne vraiment d'un niveau de stress qui est très important. Plusieurs ont déclaré avoir très peu de soutien social parce que le réseau s'était éloigné au bout du compte. Au début du mois de mai cette année, j'ai assisté au Symposium des traumas à Montréal et il y avait Steve Geoffrion qui a présenté un atelier. Lui, il a développé une formation sur les premiers soins psychologiques d'urgence dans une situation potentiellement traumatique. Donc, il nous a fait un bref topo de ça durant la rencontre, mais il y a une des diapos qu'il nous a présentées qui était sur le soutien social, puis j'avais envie vraiment de la partager. Dans le fond, de quel type de soutien est-ce qu'on a besoin quand arrive une situation potentiellement traumatique? Des fois, on veut du soutien, mais on ne sait pas trop ce qu'on cherche. Ou on ne se rend même pas compte, en fait, que dans notre entourage, on a des gens qui peuvent nous offrir du soutien social. Donc, lui, il a présenté 4 types de soutien qui étaient tirés de la littérature. Dans une situation de stress, on peut avoir besoin de chacun de ces différents types.
par exemple, le soutien émotionnel, bien, il faut qu'on se demande qui peut nous soutenir émotionnellement, être là, présent et sans trop poser de questions quand il y a une crise. Au niveau informatif, bien, ça peut être quelqu'un qui nous informe réellement à propos de la situation, qui nous l'amène d'un œil différent ou qui peut nous enseigner comment réagir par rapport à cette situation-là, qui peut nous partager une opportunité sur différentes autres choses aussi. Donc, ce n'est pas nécessairement en lien avec ce qu'on vit avec l'enfant, mais c'est un soutien qui peut apporter autrement un regard sur l'expérience complète de la personne, donc, parce que le parent n'est pas que parent dans sa vie. Il y a aussi le soutien tangible, hein, qui va pouvoir apporter du soutien concret. Ça peut être justement qu'à cause de la fatigue extrême, ben, on a un voisin qui vient partir la piscine au printemps, par exemple, parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Donc, ce n'est pas en lien direct avec la situation, mais c'est une aide qui est concrète, qui est tangible, puis qui apporte réellement un soutien aux parents. Enfin, au niveau de l'estime, avec qui est-ce que les parents se sentent appréciés et reconnus? Qui peut être présent avec eux et même les amener à changer les idées? Donc, faire des activités à l'extérieur qui amènent le parent à décrocher en fait de la réalité ou de sa réalité quotidienne avec l'enfant. Il faut se demander en fait, et c'est une façon d'accompagner les parents, qui autour de nous peut nous donner chacun de ces types de soutien. Il y a justement, Steve Geoffrion racontait que initialement, quand il vivait des situations difficiles puis qu'il vivait beaucoup de stress, son premier réflexe, c'était d'appeler sa mère parce qu'elle lui apportait un soutien émotif. Sauf que sa mère est aussi très anxieuse. Donc, à chaque fois qu'il racontait ce qu'il vivait en centre d'accueil, ben, la mère lui disait, tu devrais, là, il me semble que c'est comme ça qu'il le dit, là, elle dit, tu devrais lâcher ta job, c'est bien trop difficile. Mais lui, en fait, il s'est rendu compte que peu importe là, comment sa mère réagissait, là, je ne suis pas certaine d'avoir exactement la bonne affaire, mais ce qui faisait qu'il se rendait compte que ce n'était pas la bonne personne pour lui offrir le soutien émotif dont il avait besoin, émotionnel dont il avait besoin. Par contre, il savait que sa mère faisait les meilleures lasagnes au monde et que pour lui, la lasagne, c'est un comfort food. Ce qui fait que quand il vit des situations difficiles maintenant, au lieu d'appeler sa mère pour lui parler et attendre de sa mère un soutien émotionnel, ben, il lui demande de faire une lasagne pour l'aider à passer au travers de sa semaine. Donc, des fois, on ne demande pas le bon soutien aux bonnes personnes non plus. Oh, encore une fois, je suis allée trop vite. Donc, un autre point important à développer quand on prend soin d'un enfant vulnérable, c'est la compassion envers son expérience. Hein, on l'a dit un peu dans mon histoire initiale. Donc, la compassion envers l'expérience de l'enfant, mais il en faut aussi envers nous-mêmes comme parents. On a vu que le parent qui vit un trauma de filiation perd sa capacité à s'autoréguler et il devient difficile pour lui de garder conscience de sa propre valeur. Il vit le deuil de ne pas être le parent qu'il voulait être avec une très grande culpabilité. Il vit le deuil de ne pas aimer l'enfant aussi facilement qu'il l'aurait cru. Et il faut se souvenir, en fait, que personne ne demande aux parents adoptifs d'être des parents parfaits, mais on leur demande de faire de leur mieux. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté You are ici avec le enough, parce qu'il faut se répéter comme un mantra l'idée de Winnicott d'être un parent suffisamment bon. Comment on peut développer l'autocompassion? Vous avez certainement des idées que vous pourriez partager dans le chat. En tout cas, j'aimerais ça pour voir comment est-ce que c'est possible de développer cette autocompassion-là pour les parents. Mais moi, j'avais envie d'en partager un, en fait, ici, qui est la pleine conscience, en fait. Parce que souvent, on va mettre les parents vont se mettre une grande pression de performance. Et ce que la littérature dit, c'est que l'entraînement régulier à la pleine conscience permet de rester plus régulé de manière générale, de devenir plus tolérant avec une attitude relativement stable face à l'adversité, à se préparer à être en mesure de se protéger quand arrive une crise et permet d'avoir une attitude de compassion envers soi-même et envers l'autre. Donc, les recherches disent en fait que 3 minutes de pleine conscience, 3 fois par jour, permettent de garder le cap quand arrive une situation de crise. Donc, c'est un moyen qui est très simple, mais que les parents peuvent mettre en application pour réussir eux-mêmes à garder cette autorégulation-là quand arrive une crise avec l'enfant. Dans les entretiens pour ma thèse, en fait, je suis vraiment frappée par l'engagement, le niveau d'engagement des parents, malgré les agressions qu'ils vivent et même quand l'enfant a été placé. Et il y a une recherche que j'ai lue de Bardsley qui portait justement sur l'engagement parental et qui disait que ce n'est pas le niveau d'agression que vivent les parents qui vont faire qu'il va rester engagé ou non, mais ça va être plutôt le niveau d'espoir qu'ils voient encore dans l'évolution possible de l'enfant.
Donc, comment on fait pour soutenir le parent pour trouver ou retrouver son désir de prendre soin de l'enfant, hein, d'avoir le care pour son enfant et surtout pour toucher l'espoir que ça puisse changer? J'ai mis cette image-là parce que longtemps, quand mon enfant était jeune, avec mon conjoint, le soir, on se couchait puis on se disait, c'était quoi notre rayon de soleil aujourd'hui? Parce que les journées étaient tellement difficiles qu'on avait beaucoup de difficultés à trouver où est-ce qu'on avait eu du positif avec notre enfant et on se disait, c'est quoi ce rayon de soleil-là? Il y a des journées qui étaient plus gros que d'autres, mais c'est ça qui nous permettait de garder l'espoir quand tout était noir autour de nous. Il y a aussi la résistance non violente, la NVR, mais il y a peut-être d'autres moyens aussi que vous pourriez nous partager dans le chat. Donc, ma dernière idée que je trouve importante, c'est que l'intervention ne peut pas être qu'individuelle. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que ce soit juste du ressort du parent qui se passe quelque chose pour que les situations que ces familles-là vivent puissent changer. Parce que pour devenir un environnement propice au rétablissement, la famille a besoin de la sécurité du système dans son ensemble. Alors, comment on peut garder le parent engagé quand le système les abandonne, comme on le voit souvent au Québec, hein? Parce qu'on sait qu'au Québec, il y a pratiquement une absence de services spécialisés pour les enfants adoptés. Karine, il reste 5 minutes. OK, ben j'ai fini de toute façon. Donc, dans mes résultats préliminaires, en fait, lors du placement, le système de protection, les parents me disaient qu'ils avaient l'impression d'être effacés. On considérait leur enfant, mais on n'impliquait plus le parent, en fait. Et le père me disait, ils ne sont pas habitués à avoir des parents engagés. Il faut se battre pour être impliqué. Donc, je vous laisse avec une question finale. En fait, je me demande de quelle façon est-ce qu'on peut soutenir les familles pour qu'elles conservent cet engagement-là parental, même quand le placement a lieu. Alors, je suis ouverte aux idées, on peut en discuter dans le chat. Et je veux quand même que vous vous souveniez qu'on place des enfants les plus vulnérables de notre société dans des familles en pensant qu'ils vont tout avoir pour prendre soin de lui sans leur donner des piliers autour d'eux. Mais ça prend des communautés, des villages plus forts pour soutenir la famille. Donc, c'est à ça qu'on doit travailler, puis Interwoven Connection fait déjà un bon boulot dans ce sens-là, mais vous en connaissez sûrement d'autres. Donc, voilà, de quelle façon est-ce qu'on peut soutenir les familles pour qu'elles conservent l'engagement parental, même quand le placement a eu lieu? J'aimerais bien vous entendre là-dessus. C'est tout. Merci, Karine. On n'a pas beaucoup de temps pour les questions, mais je trouve que c'est important. Il y a eu des questions qui ont été posées, puis j'aimerais ça t'entendre aussi. Je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être avoir des commentaires sur ta question. En particulier, il y a Cyril là, qui a dit c'est pareil en France, on se sent vraiment seul. D'ailleurs, il y a une recherche qui a été sortie en Australie récemment. Il y en a eu beaucoup au Royaume-Uni. Et l'expérience, même si l'expérience est différente, je trouve que l'expérience du parent, les sentiments sont très communs à travers l'expérience adoptive quand il y a ce genre de comportement-là. Je ne sais pas ce que tu voudrais ajouter à ça, là. Ben, difficilement d'autres choses que ça, c'est vrai. Ouais. De se rendre compte qu'on partage tous une réalité qui est similaire, peu importe où est-ce qu'on la vit. Mais ce qui est frappant, c'est de voir à quel point on est seul dans ça. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup l'approche de la résistance non violente parce qu'elle amène, et entre autres, Interwoven Connection font vraiment beaucoup ça de la paire aidance, donc permettre aux parents de sortir de cet isolement-là parce que on reste seul et c'est dans ce temps-là que le niveau de stress augmente le plus. Donc, c'est super important qu'on puisse avoir justement des gens autour de nous qui vivent la même réalité avec qui on peut en parler. Je vais ajouter aussi, il y a une question par rapport à la fratrie. J'espère que j'ai répondu à la bonne chose. Je dis le trauma de filiation fait vraiment référence aux parents, à la parentalité. Mais on ne dit pas que la fratrie ne sera pas traumatisée. Dans le fond, c'est juste qu'on n'appelle pas ça le trauma de filiation. Et j'ai dit qu'avec l'enregistrement, on va envoyer des ressources qui sont en français et en anglais sur l'expérience de la fratrie et comment les soutenir. On a plusieurs ressources à ce niveau-là. Il y a aussi Céline qui parlait des familles monoparentales, euh, comme quoi c'est un défi supplémentaire. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter par rapport à ça. Ben, en fait, c'est clair. J'en ai rencontré là, dans le cadre de ma thèse des parents qui étaient monoparentales. C'est difficile parce qu'il n'y a pas de relais. En fait, la situation problématique, le parent, il vit ça dans le concret, dans toute sa journée, et cette émotion-là, on va l'habiter tout le temps. On ne peut pas s'imaginer que quand il y a une crise qui dégénère au déjeuner, que le parent va aller travailler, puis il va juste faire comme c'est fini, c'est coupé.
Mais le fait d'être seul, c'est qu'on ne peut même pas en parler avec une autre personne qui a vu l'immensité, l'intensité de la crise. Donc ça, c'est vraiment encore plus difficile. Chapeau, en tout cas, parce que c'est pas simple d'être enfant, d'être parent de ces enfants-là. Donc, le mieux, c'est de s'entourer, en fait, de parrains, marraines qui peuvent venir quand une situation arrive comme ça, là. Donc, des gens qu'on peut appeler puis dire, là, mon enfant est en crise, peux-tu juste venir être présent avec moi pour que je sois pas seule? Parce que souvent, la présence de quelqu'un de l'extérieur va nous permettre de s'autoréguler parce que là, tout le monde va s'apaiser du fait qu'il y a un témoin, en fait, là. Donc, c'est quelque chose qui est à développer, là, qui est intéressante comme stratégie, là. Mhm. Une des choses qui est souvent comme, je pense que c'est souvent encouragé, en fait, peut-être moins maintenant, mais OK, quand tu adoptes ou quand tu reçois des enfants à la maison, OK, c'est le cocooning phase où est-ce que tu as moins de monde à la maison, tu es vraiment focusé sur l'attachement. Mais le côté négatif de ça, c'est que des fois, l'isolement grandit. Puis là, maintenant, on parle de justement, ben, ça prend peut-être même pas un village, ça prend peut-être comme une ville pour élever un enfant, spécialement un enfant qui a un trauma complexe. Donc, nous, encore plus pour les parents célibataires, on essaie de dire, OK, dès l'arrivée de l'enfant, on va essayer de bâtir ce village-là ou cette ville-là autour de l'enfant et du parent pour différents soutiens. Donc, ce que tu avais commenté tantôt, là, même des fois, tu parlais du soutien de l'estime, là. Il y a beaucoup de parents, l'enfant va parler d'eux d'une mauvaise façon à tellement de monde. Puis juste d'avoir des personnes qui peuvent appeler pour dire, pour leur rappeler le genre de personnes qui sont vraiment. Exact. Puis en plus, quand il y a quelqu'un qui parle aussi du soutien des centres de jeunesse, quand il y a une ouverture, une collaboration et une validation de l'expérience parentale et non juste, oh, voici ce que ton enfant vit. Oui, on doit avoir de l'empathie pour le jeune, mais l'expérience du parent, souvent, on la met de côté comme c'est un super-héros, puis c'est pas grave, mais c'est important. Tu sais, la qualité de vie du parent est aussi importante que celle de l'enfant. Ben, en fait, ce que moi je dis tout le temps, c'est qu'il faut que le parent puisse mettre son masque d'oxygène avant d'en donner à l'enfant. Donc, si on ne permet pas cet espace-là aux parents, on nie son expérience. Puis c'est vraiment Mm. intéressant parce que justement, j'ai commencé à donner une formation sur le trauma de filiation aux intervenants du CIUS à Québec. Et ça a été vraiment super intéressant d'entendre la perception des intervenants des parents d'accueil. Puis ils se rendaient compte, en fait, à quel point ils n'entendaient pas l'expérience des parents. Ils étaient tellement orientés vers l'enfant qu'ils ne réalisaient pas que les parents pouvaient vivre une détresse aussi importante. Puis des fois, c'est vrai que les parents peuvent avoir l'impression, on pourrait avoir l'impression qu'ils exagèrent quand ils racontent l'ampleur de la crise, mais c'est exponentiel, c'est majeur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est difficile de pouvoir présenter et que les gens, c'est ça, ils sont face au... J'ai vraiment aimé l'expression du papa qui disait c'est surréaliste. C'est vrai, quand on raconte ça, puis c'est difficile même de le raconter tellement que c'est surréaliste, là. Je vais mettre aussi, je vais envoyer plusieurs ressources, là. Je vais mettre dans le chat le site web du consortium. Ce serait une bonne ressource. Le site web a été traduit. Euh, il y a aussi, là, ça va être la dernière question parce que je veux respecter le temps de tout le monde. Il y a quelqu'un qui a dit dans les questions, en fait, qui ajouterait à ça, mais c'est sûr que toi, vu que c'est une recherche, tu ne peux pas nécessairement l'ajouter si tes participants n'ont pas parlé, mais il parlait de l'aspect sexuel aussi, des agressions parfois. Par exemple, et moi, j'en ai eu aussi en pratique privée, là, l'enfant touchait les parties privées des parents ou avait des propos très sexuels à l'égard des parents. Donc, ça peut être compté comme une agression. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui était... Moi, j'ai pas de parents qui m'ont parlé de cette façon-là, mais effectivement, ça en est. Puis je pense qu'on pourrait même aussi mettre toute la question de l'automutilation et de l'agression envers lui-même pour l'enfant, parce que c'est agressant pour le parent de voir son enfant se faire du mal. Donc, c'est une agression qui est différente aussi, mais on y pense pas. Euh, mais c'est dur pour un parent de voir son enfant se faire souffrir, là. Mais ça non plus, c'est pas quelque chose que. En tout cas, là, j'ai pas terminé ma thèse, mais c'est pas des expériences dont on m'a parlé encore, là. Oui, c'est ça, mais c'est ça, c'est plus complexe. Même quand on a fait le consortium pour déterminer c'est quoi l'agression chez les enfants envers les parents, je me souviens que la question de l'abus sexuel était comme ressortie. Puis il n'y avait pas nécessairement de consensus à savoir est-ce qu'on l'ajoute à ça ou non.
Mm. Mais oui, c'est certainement, ça fait partie du vécu de certaines de nos familles. C'est quelque chose probablement auquel il y a encore plus de tabous parce Oui, que c'est d'enfant à parent. Tu sais, c'est oui, ou complexe. même dans la fratrie, là, mais c'est qu'en fait, le parent se retrouve à vouloir protéger les autres membres de la famille, puis c'est ça qui est difficile parce que il vit aussi le regard des autres dans une situation comme ça, là. Oui. C'est très agressant pour tout le monde, en fait. Merci beaucoup, Karine. On va devoir s'arrêter ici. Merci aux personnes qui sont venues ce soir. Euh, je vais, en fait, Interwoven Connections va envoyer l'enregistrement. Ça va être aussi sur YouTube. Je vais envoyer plusieurs ressources avec. Le consortium est aussi sur LinkedIn. Moi aussi, je le suis là, pour partager certaines ressources. Vous pouvez nous suivre là. C'est sûr qu'il y a moins de ressources en français, mais on essaie d'en sortir de plus en plus. Et puis, sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite un bon restant de soirée et une bonne nuit à vous, Cyril. Merci d'être venu de la France. J'ai juste avant de finir, là, Céline me disait qu'elle était au Québec, elle pouvait participer. Je t'ai envoyé mon courriel si tu veux participer à ma recherche. Donc voilà, en Ontario, malheureusement. Non, c'est pour le Québec seulement. Donc merci beaucoup, en tout cas, tout le monde. Ça m'a fait bien plaisir de partager ça. Bonne Merci. soirée.